Aura des grands JDR dont les jeux actuels en sont les héritiers. Nous sommes à nouveau réunis cette année dans le cadre de la Roll Event 2023 pour collecter, grâce à la générosité de tous et de toutes, des fonds pour les associations caritatives. C'est dur à dire quand même. Alors c'est très simple à faire, hein. Vous allez sur le site de rollevent.fr et il vous suffit de cliquer sur faire un don. Donc n'hésitez vraiment pas à le parcourir pour connaître les programmes. Il y a des animations, d'autres tables rondes qui vont arriver et la boutique solidaire, bien sûr, parce qu'il y a plein de super objets, dont des objets qui ont été faits par des artisans indépendants. Je suis très content de recevoir nos 3 invités aujourd'hui. J'ai nommé Julien Pirou, qui est le coparrain de l'événement avec, Mélie, mais qui est aussi, qui a plusieurs cordes à son arc, surtout dans l'histoire du JDR. Léandre, qui est le président du GROG, et Thomas, alors est-ce que ça se dit Sailor? Cellier? Sailor? Allô? C'est l'air. Seller, c'est ça, du site PTG PTB. Alors tout d'abord, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous vous sentez d'attaque pour aborder ce beau et gros, sujet. J'invite également les viewers à poser des questions et à ne pas hésiter à interagir dans le chat. Vous avez, hein, la possibilité. Je transmettrai tout ce qui se dit de toute façon. J'ai fait un petit portrait rapide de vous, mais j'aimerais que vous m'en disiez plus, que vous nous en disiez plus sur vous. Donc, on va commencer par notre, coparrain Julien. Si tu veux bien te Ouais. présenter un peu plus largement? Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Pirou. J'ai pendant 11 ans, ça me paraît incroyable à dire, mais présenté des émissions sur le jeu de rôle sur une chaîne qui s'appelait No Life. Voilà, un des 6 notamment, et puis plus tard un actual play qui s'appelait Roleplay avec beaucoup d'originalité. Et je suis aussi dans la vraie vie, on va dire, je travaille dans le jeu vidéo et je suis aussi auteur de jeux de rôle que j'auto-édite, donc Lore and Legacy, La Bannière de la Liberté et bientôt Sans Cœur si j'arrive à le terminer. Voilà, et puis je suis sinon l'auteur, ce qui peut-être explique ma présence aujourd'hui, de ce livre, La Grande Aventure du jeu de rôle aux éditions Inis, qui retrace l'histoire du loisir depuis les clubs de wargame jusqu'à 2020, avant le Covid en réalité, puisque c'est à ce moment-là que le livre a été bouclé. Super Julien, je te remercie en tout cas pour cette présentation. On va passer à Léandre. Alors je t'en prie, si tu veux bien te présenter un peu plus largement. Bonjour. Donc, comme tu dis, je suis président du Guide du Rôliste Galactique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une encyclopédie qui référence les jeux de rôle depuis l'année 2000. Maintenant, donc on essaie de référencer tous les ouvrages, tous les jeux, et de laisser des pages de présentation pour les auteurs, les illustrateurs, enfin tous les créatifs qu'il y a autour de ces jeux. On essaye, en tout cas. On sait que c'est impossible, donc on le fait quand même. Et donc je représente tous ces acteurs de l'ombre qui essayent de répertorier le patrimoine rôlistique depuis ses origines. Et vous faites vraiment un super travail. Moi, souvent, j'ai comme référence le GROG pour plein de choses, y compris quand je prépare des interviews, des choses comme ça, parce que vous êtes une mine d'informations assez galactique, hein, sans faire de jeu de mots. Mais non, le GROG est vraiment, ça fait partie d'un certain patrimoine du JDR qui est important et qui a de l'ancienneté. Voilà. Et encore, on a des petits jeunes par rapport au site de Thomas, ce qui permet une bonne transition. Voilà. Et donc Thomas, toi tu as le site PTG-PTB, donc je t'invite à te présenter et à présenter aussi le travail que vous faites. Alors bonjour, moi je suis donc traducteur, éditeur et membre du CA de ptgptb.fr. Donc notre activité c'est, nous sommes une équipe de traduction. Nous traduisons vraiment les meilleurs articles, enfin ce que nous considérons être les meilleurs articles de l'internet anglophone et hispanophone. Pour les traduire vers le français. Donc on traduit des grands articles de théorie, on a traduit quasiment tous les grands articles de The Forge par exemple, des articles sur l'histoire du jeu de rôle, mais aussi on fait beaucoup d'articles sur de conseils OMJ.
Mais aussi des critiques, des articles sur le jeu de rôle grandeur nature, voilà, on a traduit des articles de grands noms comme Steve Darlington, Monty Cook ou Johanna Peterson dans un autre genre. Du coup, nous sommes un peu des partenaires du GROG dans la mesure où la plupart de nos articles ont en moyenne entre 5 et 10 liens au GROG. C'est très pratique quand on fait référence à un jeu de rôle des années 80 qui a été, publié à 500 exemplaires. On peut toujours faire un lien vers le GROG pour que les lecteurs savent de quoi on parle. C'est vrai et je suis ravi donc d'avoir 3 grosses pointures, de l'univers JDR, aujourd'hui. Bah, on va rentrer directement, dans le sujet, hein, donc dans ces fameux grands jeux qui ont fait le JDR d'aujourd'hui et bah, selon vous, je vous avais demandé de faire un petit devoir, mais selon vous, quels sont, les jeux de rôle qui seraient considérés comme les pionniers, du genre dans, tout ce qui a été fait pour arriver au JDR actuel? On va faire des petits allers-retours comme ça dans l'histoire parce que, bah, c'est important aussi, d'en parler. Julien, je t'en prie, si tu veux bien commencer. Alors, bah, je pense qu'on est obligé de le mentionner parce que ça a été tout simplement le premier et donc voilà, Donjons& et Dragons, j'ai envie de dire, c'est Captain Obvious, hein, mais le fait est qu'à partir du moment même en termes de, pas nécessairement des jeux qui en ont hérité directement, mais tous les jeux qui sont sortis après se sont d'une certaine manière positionnés par rapport à Donjons& et Dragons. Soit en disant: «On fait quelque chose dans la continuité» ou au contraire dans la rupture, où on propose une approche différente parce que Donjons& et Dragons existe et on veut justement pas faire ce que fait Donjons& et Dragons. Donc voilà, cet héritage-là, il est, indéniable, il est massif. On a en France la chance d'avoir une scène de création qui est très, très vivante avec plein de jeux qui peuvent exister, heu et Donjons& et Dragons n'est pas le mastodonte qu'il peut être par exemple aux États-Unis, où aux États-Unis, il y a vraiment, 80% de la tarte, du JDR, c'est D&D et les 20% restants, se disputent ce qui reste. Mais, le fait est que, de par sa position de tout simplement de 1er JDR publié en tout cas, voilà, il est immanquable. Bien sûr. Léandre, si tu veux bien, oui, bah, Et l'influence va beaucoup plus au-delà du, euh, du jeu de rôle, parce que, bon, même si au début c'était pas très évident pour tout le monde, maintenant, ben, les notions de point de vie, ou de HP en anglais, les notions de niveau, c'était assez euh, nouveau quand c'est sorti, et maintenant, ben, ça s'étend dans les jeux de société, dans les jeux vidéo, bien sûr, et c'est devenu totalement normal. On n'a plus besoin d'expliquer ce genre de choses, et ben, ça vient de là, au final, et c'est la grosse base, en fait, du personnage qui évolue dans un sens ou dans l'autre. tout à fait. Thomas, je t'en prie aussi et puis n'hésitez pas, hein, à donner des références de jeux. Là, on a entendu D&D et c'est vrai qu'aux États-Unis, comme tu le disais, D&D, c'est un peu comme on dit aujourd'hui, tu veux faire une partie de jeu de rôle. Aujourd'hui, on dit quoi aux États-Unis, tu dis, «Do you want a D&D gameplay?» parce que c'est ça, ça fait partie de son histoire. Thomas, je t'en prie. Oui, bah, sur l'impact de DD, évidemment un énorme impact sur les jeux vidéo, notamment, par exemple, quand on voit la situation qu'il y a au Japon. Toute la fantaisie, toute la fantaisie occidentale, en fait, vient de D&D et c'est-à-dire que les Japonais ont pas lu Tolkien, ils ont lu un peu, la version de Tolkien fait par Donjons& et Dragons. Mmh. Ce qui a eu un énorme impact ensuite sur le manga, les animés, heu et les jeux vidéo. Et c'est vrai que, un phénomène qu'on voit depuis une dizaine d'années, c'est vraiment que, D&D, c'est imposé comme le jeu de rôle, omniprésent aux États-Unis, alors que dans les années 2000, c'est le paysage était beaucoup plus, heu, divers. Mais ça, c'est vraiment pour le coup dû aux actual play qui ont, fait découvrir le jeu de rôle à toute une nouvelle génération. Et c'est pour ça. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, il y a eu, très, très vite, enfin la culture de base de D&D, c'est très vite,
a très vite changé en fait. C'est-à-dire que moi je tiens beaucoup au modèle de John Bell qui parle de 6 cultures de jeu, dans l'histoire du jeu de rôle. Donc, D&D, c'est la culture classique, en gros, qui est apparue, aux années 70, mais très vite dans les années 80, on va arriver au jeu de rôle traditionnel, qui pour Bell n'est pas des 2 choses différentes et qui va plus être, donc on va passer de D&D et la première version D&D dans lequel c'est vraiment du porte-monstre trésor. On fait vraiment de l'exploration de donjons un peu pur et dur avec des règles très issues du wargame, jusqu'à des univers de D&D comme Ravenloft ou Dragonlance qui vont, plutôt, mettre l'idée qu'il faut, créer une intrigue cohérente, qu'il faut que la partie soit, satisfaisante au niveau narratif, qu'il faille raconter une belle histoire et ça du coup c'est quelque chose qui va, un vrai changement qui va mettre dans les années 80 avec notamment l'appel de Cthulhu et qui va vraiment, qui va pour le coup avoir pour but heu, de simuler des histoires, de ouais, de Notre s'inspirer d'une illustrateur. narration plutôt que de faire, un peu le Portsmouth Trésor, le jeu de figurines, le jeu un peu de société. C'est un l'appel de Cthulhu en 1981, ça va être vraiment le deuxième grand jeu de rôle qui va tout changer. Léandre, je t'en prie. Voilà. Mais je voulais rebondir parce que c'est aussi, ouais, j'aime pas spécialement l'appel de Cthulhu, mais c'est exactement quelque chose que l'appel de Cthulhu a apporté, c'est on fait plus du donjon, mais on fait de l'enquête, on fait de l'intrigue, on réfléchit à des choses et ça a énormément influencé la manière dont on a fait du donjon. Ben, ici, dans le marché franco-belge, ou enfin en fait, globalement en dehors du marché anglo-saxon, c'est les parties de donjon ressemblent beaucoup à des scénarios d'enquête. Alors que quand on regarde la production classique de TSR, ben, enfin Wizard of the Coast, ce sont toujours des donjons. C'est toujours du donjon à explorer, et c'est seulement depuis récemment qu'ils ont sorti Journey Through the Radiant Citadel, où c'est un supplément avec aucun donjon en fait, que des intrigues. Et c'est très exceptionnel pour le marché anglo-saxon, mais en fait, c'est le jeu de rôle qu'on fait en France depuis les années 80, depuis l'influence de Cthulhu, où on se dit on a envie de faire autre chose que de taper sur des monstres. Alors c'est vrai que dans les débuts, eh bien, on a eu Donjons et Dragons, et d'ailleurs c'est marrant que souvent on associe le jeu de rôle au fantasy. Maintenant, il y a eu Cthulhu qui a détaché un petit peu la chose parce que effectivement, quand on regarde les feuilles de personnages, Cthulhu dans ses premières versions avec toutes ses statistiques, ces choses comme ça, c'était un peu plus lourd, mais ça a cherché un certain perfectionnement, de l'approche, des capacités, hein. On reviendra sur les systèmes de toute façon un petit peu plus tard. Je voulais venir vraiment sur, l'évolution de cette image que tout le monde a. Moi, ma femme la première, hein, je vais te donner un exemple, quand je lui ai dit, «Je fais du jeu de rôle», elle m'a demandé si j'étais déguisé autour d'une table. Bon, ça, c'est un peu l'image, que tout le monde a de on habille en chevalier, en choses comme ça et on lance des dés, en se mettant sur la gueule à travers des donjons. Comment vous pensez qu'il y a eu cette évolution à travers, le temps? Quel impact, sur la diversité, en fait, des thèmes et déjà dans le JDR, il y a eu aujourd'hui par rapport à, cette image que les gens avaient vraiment dans les années 80? J'espère avoir été clair. Je vais commencer par Léandre, si tu veux bien? Voilà. En fait, la diversité, elle est arrivée très tôt dans la création de jeux de rôle. Donc certes, il y a eu des tunnels et trolls, des chevaleries et sorcelleries qui faisaient toujours de la fantasy, mais on a très vite eu du Métamorphosis Alpha, du Traveler, du super-héros,
ou même des trucs totalement absurdes comme Bunnies and Burrows, où on joue des lapins. Donc, dès les premières années, on se rend compte que c'est un média qui peut aller dans tous les sens, qu'on n'est pas obligé de faire de la fantasy, qu'on n'est pas obligé de se déguiser en chevalier ou en magicien autour d'une table. Euh, et donc voilà, je sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est vraiment cette évolution, parce que entre la perception que les gens ont, parce que effectivement, c'est d'abord de la fantaisie hein, quand on en parle, même là vous parliez du Japon, des choses comme ça, même si le Japon est très Cthulhu. Mais c'est vraiment comment ce fil de pensée a évolué dans la conscience collective. Et même dans le niveau Hmm. intrigue, on a même eu des trucs assez très anciens. En 80, on a eu Dallas, qui permet de jouer des intrigues, des telenovelas. C'était des trucs qu'on aurait dit novateurs aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vraiment précurseur. Bon, ça n'a pas fait beaucoup d'émules derrière, mais Ça a été c'était déjà là. un bid retentissant à l'époque. Ouais, puis on a même eu de la pré-SF. Julien ou Thomas veut rebondir? En fait, je voulais rebondir sur parce qu'on parlait de Cthulhu un peu plus tôt, mais Cthulhu, ça a aussi eu un énorme impact. Ça a été vraiment de démocratiser le jeu de rôle aussi pour le public féminin. Oui. Parce que l'aventure type, voilà, on va aller affronter une bande de gobelins dans un tunnel. Il y avait des joueuses très très tôt, hein, bien sûr, mais ça restait entre guillemets quand même beaucoup un truc de mec, un type d'aventure plutôt qui parlait plutôt au public masculin. Et quand Cthulhu est arrivé, le fait d'être dans l'enquête, le fait d'être dans le monde réel dans les années 20 avec un référentiel différent, le fait de pouvoir jouer des journalistes, des scientifiques, des détectives, tout ça, a attiré beaucoup de femmes aux tables de jeu en fait. Et je pense que voilà, pour moi, c'est aussi un des héritages importants de Cthulhu. Ça a été vraiment cette ouverture qui jusque-là était timide, on va dire. Pas inexistante, mais timide. Et avant Cthulhu, pareil, je voulais en parler vite fait, mais un jeu qui pour moi a aussi été important, c'est RuneQuest. Oui. Léandre mentionnait, donc ça c'est la dernière édition, bien sûr, c'est pas l'original de 78, mais Léandre parlait de Chevalerie et Sorcerie, qui a été l'un des premiers à essayer d'introduire à donner plus d'importance au cadre de jeu, à l'univers, son côté social en fait. Mais RuneQuest a vraiment réussi à s'imposer face à D&D, en tout cas à créer sa niche, en disant vous n'êtes pas juste là pour tuer des monstres. Alors, il y a beaucoup de ça dans RuneQuest quand même, mais vous êtes, entre guillemets, on va vous plonger dans un univers totalement différent, avec ses dieux, avec ses codes, avec ses cultures, avec ses langues, et le sel du jeu, ça va être de vous immerger dans ce mode de vie différent du vôtre et de comprendre le pouvoir des runes. Et on a, avec RuneQuest, on a une vraie, comment dire, un lien très fort qui se crée entre l'univers proposé et les règles de jeu, le système pour y jouer. Là où, en comparaison, D&D, il y a un côté un peu bac à sable, boîte à outils. Voilà. Si tu veux mettre des robots dans ta partie de D&D, vas-y. Et d'ailleurs, certains modules l'ont fait très tôt avec plus ou Du moins tech. de succès auprès des joueurs. Mais RuneQuest, pour le coup, c'est non. RuneQuest, c'est un univers, c'est plus à la Tolkien dans le sens où ce qui est possible ou pas dans RuneQuest, c'est très cadré et les joueurs on demande aux joueurs de se plonger dans la réalité quelque part de cet univers fictionnel. C'est un peu paradoxal. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi avoir énormément d'impact sur les propositions de jeu qui vont suivre. Bien sûr. Thomas? Bah, quand on parle vraiment de changement d'image du jeu de rôle, je pense qu'un un pas important, ça a aussi été Vampire la Mascarade, dans Mm. les années 90. Parce que alors, imaginez un peu un lycée, cliché de sitcom. Voilà, vous avez tous les types d'élèves, alors ça vous avez les sportifs, les nerds, les gothiques et cetera. Jusqu'ici, il y avait que les nerds qui jouaient à D&D et Vampire, un peu dans l'inconscient collectif,
a fait a fait que les gothiques et les membres du club de théâtre se sont mis au jeu de rôle. Et ça a eu un énorme impact sur l'histoire du jeu de rôle parce que il y a énormément de créateurs qui ont commencé le jeu de rôle, par Vampire, notamment dans le GN. Ça a eu un énorme impact sur le jeu de rôle grandeur nature. Et deuxièmement, il y a beaucoup aussi de gens qui disent que ça a fait, que, ça a encore amené du public féminin qui avait un peu disparu dans les années 80. On a des témoignages qui disent que, le jeu de rôle avait eu tendance à beaucoup se masculiniser dans les années 80. Et surtout Vampire a ringardisé beaucoup du jeu de rôle qui était venu avant. C'est-à-dire que, Vampire a avait, notamment utilisé pour ses illustrations, des artistes, qui étaient vraiment, qui étaient vraiment à la pointe de l'esthétique un peu sombre. Il y a des illustrations de vampires, qui auraient pu être utilisées comme concept art pour Matrix qui sortira 10 ans plus tard. C'est, C'est parce vrai. que les auteurs s'étaient vraiment inspirés des scènes, techno, de Chicago et de Détroit qui étaient vraiment à la pointe, très, très à la mode. Du coup, Vampire a injecté énormément d'esthétique, dans le jeu de rôle qui était un peu nerd jusqu'ici. Mais, Vampire a rendu le jeu de rôle, cool et subversif. Aussi en jouant de l'association entre, le jeu de rôle et le satanisme qui s'était fait avant et auquel, beaucoup des associations et des éditeurs de jeux de rôle avaient combattu cette association, mais Vampire va un peu jouer de ça en disant, «Ouais, nous on fait des trucs un peu interdits, que vos parents aimeront pas trop, des trucs cool». Alors, bah, et en plus, tu m'enchaînes très, très bien. Alors, je rappelle aussi pour tout le monde que non, nous ne mangeons pas des enfants, sauf le week-end et jour de sabbat, mais sinon ça va. Justement, c'était ça le truc, c'était, l'identification des JDR, selon vous, qui ont créé cette transition, vraiment cette transition significative entre, bah, ce qui se faisait, donc le D&D, les choses comme ça, et ce qu'on peut avoir aujourd'hui, dans le jeu de rôle. Je pensais particulièrement effectivement, en écrivant cette question à l'univers World of Darkness qui a proposé pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a d'autres jeux comme ça qui ont vraiment eu, ce changement, que ce soit dans les quoi, dans le concept, dans la mécanique, dans les choses comme ça? Léandre? Bah, j'en ai plusieurs comme ça, mais je vais plutôt commencer par celui qui est sorti plus ou moins en même temps que Vampire. C'est Ambre, qui c'est pas le premier jeu de rôle sans dés. Mais dès qu'on parle de jeu de rôle sans dés, tout le monde va directement penser à Ambre. Parce que avant, oui, il y a eu des tests sans les dés, mais on les remplaçait par des cartes ou d'autres systèmes aléatoires. Et là, c'est un système où il n'y a absolument aucun aléatoire. Tout est autour du roleplay et des caractéristiques qu'on sait déterminer au préalable. Et c'est vraiment quelque chose qui courait dans l'air depuis 2-3 ans dans la scène indé. Et c'est le premier gros qui est sorti avec ce concept-là. Voilà. Mais il y a eu avant, quand même. C'est notamment un certain Zen, qui est totalement inconnu, mais qui est un livret de 12 pages blanches, qu'il faut lire très attentivement avant de commencer à jouer. Et donc, il y avait déjà une réflexion sur de quoi on a besoin pour jouer au jeu de rôle. Et Ju mmh. Tu veux rajouter quelque chose? Je t'en prie, hein. non, là, s'il y a d'autres personnes qui veulent rebondir Julien? sur Ambre. Je sais que Oui, tu voulais bah, rebondir un là-dessus. peu. Alors, pour le coup, il y avait encore des cartes, donc ça fait partie de ces exemples que Léandre mentionnait, qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas fait une transition complète, on va dire, mais un jeu que je voulais citer, c'est Château Oui. Falkenstein de Mike Pondsmith. Donc ça, c'est la première version. Il a été réédité en français chez Lapin Marteau, mais Lapin Marteau, un peu ouais. plus encombrant, on va dire. Donc j'ai pris le plus léger avec moi. Et c'est un jeu donc, qui se joue avec des cartes à jouer.
et surtout qui pour moi, alors déjà, c'est un des précurseurs du steampunk en jeu de rôle. On ne parlait même pas de steampunk encore à l'époque. On disait fantasy victorienne. Voilà, le terme steampunk est apparu quelques années plus tard. Et c'est un jeu qui, pour le coup, enlevait vraiment l'accent qu'on avait toujours tendance à trouver un peu sur le combat. Alors bon, je fais une généralisation très grossière, hein, mais Château Falkenstein, pour le coup, c'est vraiment un jeu social où il y a de l'enquête, il y a de la manipulation, de la discussion, des codes de la haute société, enfin, et c'est vraiment ce qui est au cœur du jeu. Et ça fait partie, en tout cas, de ces jeux qui amènent ou sèment, on va dire, les graines de ce qu'on appellerait aujourd'hui le jeu narratif. Donc pour moi, en tout cas, c'est un jeu qui a compté dans l'histoire du jeu de rôle, même s'il n'a pas forcément eu énormément de succès à sa sortie. Mais voilà, ça a été un point, un point de divergence et d'évolution du loisir assez intéressant. Et en plus, c'est un jeu qui ouvrait clairement la porte aussi aux grandeurs nature. Le passage du jeu sur table et en grandeur nature était fait. Il y a des suppléments où il te donnait des conseils pour préparer son costume et comment bien se comporter. C'est le comme il faut, quoi. Voilà. Les deux scènes, GN et papier, étaient bien fusionnés là-dedans. Thomas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce qui a été dit là-dessus? Au niveau vraiment des jeux de rôle qui ont changé au niveau du système, je pense qu'on peut parler d'Apocalypse World aussi, qui est vraiment, alors pour le coup, le jeu le plus récent, je pense, dont on ait parlé, parce qu'il est sorti en 2010. Apocalypse World, c'est vraiment en fait le bilan et la synthèse de tous les débats qui avaient été faits sur The Forge, qui est une communauté de forums qui vont énormément, dont les idées vont en fait influencer tous les jeux de rôle qui sortent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a même les gens qui aiment pas The Forge pensent contre The Forge. C'est-à-dire que si vous avez déjà entendu parler de contrat social, de ludisme, de narrativisme ou de simulationnisme, si vous avez déjà entendu quelqu'un dire que le système est important, vous avez entendu parler de The Forge. Du coup, Apocalypse World, c'est paradoxalement, c'est pas un jeu très expérimental. Il y a des jeux beaucoup plus radicaux que ça, comme Polaris, pas celui avec les sous-marins, l'autre. Mais Apocalypse World, en fait, ça va être le premier grand succès critique et commercial des jeux post-The Forge. Alors, en quoi ça change? Déjà, il y a une vraie différence au niveau de la relation entre le MJ et les joueurs. Apocalypse World, c'est pas le premier jeu dans lequel il y a pas de MJ. Déjà, il y avait des jeux sans MJ avant, mais ils étaient plus confidentiels. Là, dans Apocalypse World, il y a vraiment l'idée que le MJ n'est qu'un joueur parmi les autres, qu'il a pas tous les pouvoirs. Il peut faire des choses qui sont vraiment réglées par les règles et il est pas censé faire autre chose que les manœuvres qui sont décrites dans le jeu. Ça utilise des D6, ce qui est quand même plus facile. Il y a un vrai accent qui est mis sur le matériel, à savoir que dans Apocalypse World, toutes les règles dont vous avez besoin pour jouer votre personnage est sur la fiche de personnage. Ce qui fait que il y a vraiment un accent qui est posé qui est mis sur l'accessibilité et vraiment les livrets d'Apocalypse World, c'est parmi les, heu, les fiches de personnages les plus pratiques à mon sens. Et surtout, ça va lancer toute une tout un courant de jeux, donc les PBTA, les Proposed by the Apocalypse, Powered by the Apocalypse, qui vont être tout un genre de jeu parce que, le système de jeu va être mis sous une licence ouverte et les créateurs d'Apocalypse World vont encourager les gens à copier leur jeu et à faire des variantes. Du coup, c'est ce qui a donné Night Witches ou Monster of the Week, par exemple, City of Mist plus récemment. Et un dernier point important, c'est que Apocalypse World va un peu
aller contre l'idée du système universel. C'est-à-dire que Donjons& Dragons, par exemple, se vend comme un système dans lequel on peut tout faire. C'est un peu l'argument du jeu de rôle. Depuis toujours, c'est dire, le jeu de rôle, c'est un jeu dans lequel on peut tout faire, tout est possible. En revanche, les jeux Apocalypse World et dérivés vont dire: «Non, non, nous, notre jeu, il fait un truc, mais bien». Par exemple, si vous prenez Night Witches de Jason Morningstar va vous dire dans le manuel: «Mais alors, dans ce jeu de rôle, vous allez jouer des aviatrices soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous jouez pas des américaines, vous jouez pas des civils, vous jouez pas pendant la guerre du Golfe, vous jouez des aviatrices soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est cette expérience-là que je veux vous faire faire et sinon, bah, jouez à un autre jeu si vous voulez jouer à autre chose». Et du coup, c'est un vrai, je pense au niveau de l'argument de vente et de la logique, qui est derrière, c'est, vraiment à contre-coup de D&D qui se vend comme un système universel dans lequel on peut tout faire. Ouais et d'ailleurs, puisqu'on parle un peu, BBTA et autres, pour vous, quelles sont les mécaniques narratives du JDR, contemporain, hein, qui se distinguent un peu de ce qui a été fait plutôt dans les JDR classiques et quel impact ça a aujourd'hui? Léandre? Euh, ben, je dois dire sur un qui est juste sorti avant le Apocalypse World, c'est Spirit of the Century. Ouais. Tout le fait, c'est Fudge, Revela, qui a apporté, outre la réussite graduée, avec les oui mais, non mais, qui permet de vraiment raconter davantage une histoire, et aussi les aspects. On n'est plus juste des caractéristiques des compétences, c'est plutôt sur quel aspect on est fort ou sur quel aspect on a une influence dans l'histoire. Et ça permet de vraiment adapter son personnage à l'histoire qu'on veut raconter au lieu de devoir se coller à un système euh, qui est très carré, euh, comme Donjons et Dragons. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Julien. Julien, oui. Bah non, je pense que c'est très juste et on voit je pense que la tendance qui en tout cas moi m'a frappé ces dernières années, c'est de mettre de plus en plus je vais appeler ça, on va dire, de pouvoir traditionnellement pouvoir du MJ, de mettre de plus en plus de ce pouvoir-là dans les mains des joueurs eux-mêmes, en leur disant et là c'est vous qui décrivez ce qui se passe, là c'est vous qui euh, allez pousser l'histoire dans telle ou telle direction voilà, c'est pas au MJ de tout décider. Et je trouve que ça c'est vraiment intéressant parce que en particulier sur D&D ou quand il y avait encore cette influence du wargame qui était très forte, il y avait parfois une tendance à dire c'est le MJ contre les joueurs. Le MJ est là pour essayer de mettre des pièges qui vont tuer les joueurs, de leur mettre des challenges où ils vont avoir du mal à s'en sortir et tout ça. Et de plus en plus, et maintenant j'ai le sentiment que c'est vraiment acté et intégré dans la pratique du jeu de rôle, c'est de dire non, non, le MJ, il est là pour être avec ses joueurs. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est que le MJ doit être un fan de ses joueurs, enfin en tout cas un fan de leur personnage. Il est là pour être sûr que la balle continue de rouler, quoi. Mais il n'est pas là pour piéger ses joueurs, entre guillemets. Voilà, c'est un facilitateur afin que tout le monde ait une expérience et tout le monde participe à la création de cette expérience. Et ça, je pense, c'est une tendance qui s'est vraiment affirmée au cours des 10 dernières années. Alors, on parle beaucoup de l'influence, de jeux américains, qui heureusement, comme on le disait, hein, déjà ont été importés en anglais. Donc, à l'époque, on n'avait pas Google Trad, on n'avait pas tout ça. Donc, si tu parlais pas anglais, c'était un peu compliqué. Heureusement qu'on avait tous un pote qui parlait anglais. Puis, il y a eu Cassius qui a beaucoup aidé au process avec Pierre Rosenthal et Tutti.
Mais est-ce qu'il y a, pour la France, pour notre hexagone, un vrai influenceur du jeu de rôle contemporain, de l'époque? Alors, si, parce que j'avais vu la question passer dans les commentaires, Je le l'ai un peu premier jeu de rôle déformé, mais bon, pour le ouais, voilà. le 1er jeu de rôle français, c'est difficile de dire lequel parce que là, on commence vraiment à rentrer dans le jeu de rôle amateur et un peu les des publications qui sont plus proches de la fanzine punk que de la vraie l'édition de jeu de rôle telle qu'on le voit actuellement. Mais bah, le premier vrai grand succès de publication pour le jeu de rôle français, ça va être, In Nomine Satanis, puis, Magna Veritas qui va sortir en 1989. Je dis le plus grand succès parce que, c'est, publié à 12 000 exemplaires. 12 000 exemplaires qui sont vendus. 12 000 dans les années 90, c'est énormément. C'est un gros, gros volume. Heu et au niveau de la différence avec le jeu de rôle américain, bah, déjà, faut noter que il y a un ton, très humoristique Mmh. dans In Nomine Satanis qui est un peu, qui est vraiment, caractéristique de cette époque. Si on prend un jeu, un peu de la même époque comme Bitume, par exemple, qui a eu une édition récente, c'est aussi, il y a vraiment de l'humour et de l'ironie, beaucoup et beaucoup de références à la pop culture et ça va être des jeux qui vont, pas hésiter à parler de politique aussi. Par exemple, dans, INS, il y a des campagnes qui vont parler, d'intégrisme catholique, par exemple, de racisme ou d'intolérance, ce qui est, vraiment et de la politique contemporaine, ce que le jeu de rôle, américain va pas vraiment oser, faire. Et à noter que INS, c'est un jeu de rôle qui parle, d'êtres surnaturels qui se battent, dans l'ombre, en se cachant des humains, que c'est sorti, la même année, que c'est sorti 2 ans avant, De bons présages de Pratchett et 2 ans avant Vampire. Donc c'était vraiment précurseur, au niveau du genre de l'urban fantasy qui deviendra très présent dans les années 90. Julien, Léandre, vous avez quelque chose à apporter sur le JDR français qui a influencé le JDR contemporain? Ben, les premiers, les premiers JDR français qu'on voit apparaître assez tôt, parce que finalement, Donjons et Dragons a mis du temps à arriver en France. Il y a eu plein de querelles de distribution et qui ont fait que, enfin, il était disponible, mais en anglais, avec parfois un feuillet inclus avec, on va dire, les grandes lignes des règles traduites, mais il n'y avait pas de traduction officielle jusqu'en 83, je crois. Donc, mine de rien, c'est quand même un temps assez long. Mmh. Et du coup, ça, et je pense qu'on peut aussi être content de ça, c'est que ça a laissé un espace où la création française a pu exister et du coup, c'est un peu la tradition, c'est que cette création française continue d'exister encore aujourd'hui et à sa place. Et voilà, donc on a eu assez vite des jeux comme l'Ultime Épreuve, qui était un peu bancal, on va dire. L'effort était beau, mais c'était pas, c'était très bricolé, quoi. Et Légende, voilà, Légende celtique, et ainsi de suite, qui a eu son petit succès à l'époque, en tout cas suffisamment pour être décliné sous plusieurs formes, et qui a permis à des auteurs, Anne Vétillard et d'autres, Ah, je crois que ça a légèrement freeze, Julien. Allô, on Oui, m'entend? On tu as m'a eu un perdu. lag, Ah, avec un trou. je disais que voilà, je parlais de Légende qui a eu, en tout cas à l'époque, suffisamment de succès pour être décliné sous plusieurs Le même lag au même endroit. formes. Lactique, des choses qui sont assez. Je pense qu'il faut pas parler de légende, La c'est pas bien. connexion. Ouais, dès que tu parles légende, ça cut, C'est hein. maudit. Voilà. Je pense un jeu qui a eu une influence parce que dans le sens où il est souvent mentionné comme étant un peu l'exemple du JDR à la française, de cette poésie française qu'en tout cas on imagine, ces Rêves de Dragon. Et je pense que voilà, lui, il a eu un impact parce qu'il est devenu un peu c'est un peu le Amélie Poulain du jeu de rôle, quoi. C'est un peu quand on dit le jeu de rôle français, ah oui, Rêve de Dragon. Voilà. Léandre, tu voulais plus choisir quelque chose, ajouter quelque chose?
Moi, je pensais davantage en fait, c'est une influence parallèle à Cthulhu. C'est Maléfice Mhm. qui décide de un peu se réapproprier le fantastique au lieu de rester sur du fantastique anglo-saxon. Reprendre notre fantastique à nous et aussi travailler plutôt sur les mystères, sur les intrigues et sur l'ambiguïté entre le réel et le fantastique, qui a, je pense, encore toujours, enfin, voilà, qui a toujours du succès aujourd'hui comme esprit. Oui, Ah, et puis j'ai oublié de le dire, mais INS a lancé une petite boîte indé qui s'appelle Asmodée, que vous petite. connaissez peut-être. Voilà, non, mais vous les avez peut-être vus sur dans des conventions. Voilà, ils ont un petit stand. Non, ça a eu un énorme impact. Le succès du NS a lancé Asmodée, qui est devenu, enfin, l'entreprise qu'on connaît. Du coup, ça a eu un vrai impact au niveau du marché du jeu en France, surtout. Donc maintenant, on sait pourquoi Asmodée s'appelle Asmodée, vu son héritage. Ils ont fait un Oui, pacte avec le démon pour pouvoir réussir. C'est le bah, démon du Asmodée, jeu. c'est Asmodeus, c'est le démon du jeu dans Voilà. INS. Pardon. Tout à l'heure, on parlait justement de l'évolution. Tu parlais particulièrement, Thomas, de comment dire, la place des femmes en tant que personnage et tout, à travers Cthulhu ou autre chose. Et effectivement, quand on regarde des jeux plus antérieurs, euh, les femmes, entre autres, c'est un peu compliqué. On en parle avec Julien sur, bah, par exemple, le barbare ou le chevalier qui a la grosse armure et la femme qui est représentée un petit peu différemment, hein. Et dans le jeu moderne, eh bien, on aborde beaucoup plus la diversité, l'inclusion, les choses comme ça. En tout cas, c'est vraiment intégré dans le processus, voire même dans le système. Est-ce que vous trouvez que ça enrichit l'univers? De quelle manière? Voilà, question ouverte. Heu, je sais pas, Thomas, bah, tiens, on va commencer par toi puisque tu ou Julien, tu as ouvert ton micro, non? Je sais Ouais, pas. non, j'allais juste dire que, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une volonté beaucoup plus consciente des auteurs et des éditeurs de mettre des personnages féminins en avant, ou, de mettre des personnages, non binaires ou, ainsi de suite. Hem, Là où c'est vrai que pendant longtemps, il y avait un peu par défaut, c'était, des personnages masculins. Heu on l'a vu avec la 5e édition de Donjons& et Dragons où, voilà, l'illustration qui est là pour montrer ce que c'est qu'un humain, bah, c'est une humaine en l'occurrence, et une humaine de couleur en plus. Donc c'est voilà, c'est un choix conscient qui, je pense, est important effectivement pour que les gens se sentent représentés et puissent se dire ah bah je peux être un personnage dans cet univers en réalité. Mmh. Alors à ce niveau-là, il faut noter que, dès la 3e édition, la 3.5, les illustrations de D&D, enfin l'équipe d'illustration avait fait un vrai effort pour, faire, au niveau des illustrations de classe, il y avait la parité déjà, dès la 3e édition. Et le personnage de référence pour la classe du guerrier, par exemple, et ben c'est un homme noir dont le costume, s'inspire vraiment plutôt des, des cultures, africaines. Donc il y avait déjà chez TSR, dès les années 2000, vraiment une volonté d'être, vu qu'ils se considéraient légitimement comme la vitrine du jeu de rôle, d'essayer d'être, aussi divers que possible. Et bah, là, je pense aussi qu'il y a un vrai impact des actual play encore, dans la mesure où, par exemple, dans Critical Role, qui est le grand actual play qui a lancé tout ça, il y a la parité, au à table, hein. C'est-à-dire il y a la moitié de joueuses et des personnages féminins qui sont adorés par, le fandom, heu, de d'Actual Role, ce qui a fait, ce qui a
eu un gros impact sur comment on joue de nos jours. Léon, tu veux ajouter quelque chose? Mais pour répondre à ta question sur est-ce que ça enrichit les univers, je dirais que ça arrête surtout de les appauvrir. Parce qu'on a... Voilà, il y a des joueuses qui ne viennent pas parce que... Enfin, ne font pas la fantaisie parce qu'elles n'ont pas envie de faire une magicienne ou une healeuse. Euh, voilà, c'est ce genre de cliché où forcément Oui, le c'est ça. personnage féminin va faire ça parce que ça lui permet d'avoir des tenues qui va bien pour les rendre sexy. C'est des choses qui appauvrissent l'univers en fin de compte. Euh, donc là-dessus, il y a quand même une belle évolution. Et, euh, et dans l'imagerie de D&D, plus que la représentation des humains par, par une femme, c'est la représentation des nains par une femme. Parce que le nain, c'est l'archétype de la masculinité. Mm. On dit voilà, c'est la grosse barbe, on boit de la bière, ça doit être robuste, ça travaille dur. Et la représentation du nain dans DD5, ben c'est une naine. Elle n'a pas de barbe, elle n'en a pas besoin, et on la voit, elle est clairement pas là pour faire de la figuration. Euh, et donc ça permet de ressortir sur enfin, de mettre de côté vraiment les clichés sexistes de voilà, les elfes c'est efféminé, les nains ça doit être trop, ça va être hyper masculinisé. Donc Après, j'ai vu d'Eden à barbe dernièrement en illustration, moi. oui, c'est pas, bah, et il avait fait déjà sur Ravenloft lors Mm. des T3. Hein, mais c'est voilà l'attribut majeur du nain, le truc qui voilà, c'est forcément sa grande fierté, mais non, en fait, c'est pas nécessaire. Alors, il faut noter qu'il y a eu une époque du jeu de rôle dans laquelle les personnages féminins et masculins avaient des stats différentes. Oui, aussi. C'est-à-dire qu'il y a une édition de D&D dans laquelle on suggère au MJ de donner -4 en force aux personnages féminins. Dans la première édition de Bitume, qui est sortie en 1985, la compétence de séduction dépend de la force pour les hommes et de l'agilité pour les femmes. Il y a, où il y a aussi une édition de D&D dans lequel, les femmes ont +1 en agilité et les hommes +1 en force, quelque chose comme ça. Du coup, il y a des builds qui sont plus opti, en fait, en fonction de si vous jouez un homme ou une femme. C'est une vraie décision de gameplay, ce qui est, bien sûr impensable aujourd'hui. Ça, Bien c'est sûr. vraiment un truc dont dont l'industrie s'est complètement débarrassée. Ouais. Il y avait même eu dans les premières éditions de Donjons et Dragons, je pensais que c'était déjà la deuxième, le score maximal de force était limité si on était une femme. Donc quand on était sur du 18 et qu'il y avait encore des petites virgules derrière, ben, dans les petites virgules, les hommes pouvaient aller plus loin que les femmes. Et donc la meilleure guerrière du monde ne pouvait pas être le meilleur guerrier du monde, techniquement. Ou sur un autre point, il y a aussi tout le débat autour, de l'utilisation du terme race dans D&D. Par exemple, Pathfinder utilise pas le terme race, il utilise le terme origine et du Mhm. coup, il y a du débat aussi pour, arrêter d'utiliser, ce terme-là dans D&D et utiliser d'autres termes, je sais plus exactement. C'est quelque chose comme origine ou, pour, éviter d'utiliser vraiment ce terme précis. C'est des termes qui aussi, c'est lié au monde anglo-saxon où il y a des termes qui sont beaucoup plus chargés en anglais qui pourraient l'être en français, même si ça reste problématique en français. Moi, c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience quand j'ai proposé une version en anglais de mon jeu Lore and Legacy, où heureusement j'avais 2 relecteurs anglo-saxons qui m'ont pointé des trucs en disant ouh là là, ça, non, en anglais, faut surtout pas dire ça. Alors que voilà, moi j'avais juste utilisé la traduction, on va dire, du terme français, sans trop me poser de questions, sans me rendre compte qu'en anglais, c'était ultra chargé. Voilà. Un exemple, c'est dans Lore and Legacy, les Elfines, qui sont les pseudo-elfes de l'espace, sont en fait un peuple hermaphrodite. Donc je les avais Mhm. décrits comme étant des hermaphrodites en anglais, et
heureusement que j'avais des relecteurs parce qu'ils m'ont dit oh là là non, parce qu'en anglais ça c'est une insulte contre les homosexuels d'utiliser ce terme-là. Donc du coup voilà, on a dû trouver un équivalent en anglais qui n'ait pas cette connotation problématique. Mais à côté de ça, le monde anglo-saxon et particulièrement, américain, Ouais, utilise après le sujet de la table régulièrement ronde, dans le travail ces à part trucs entière. utilisent, les termes dans la vie de tous les jours, en termes de race, ils ont des comptages et des choses comme ça et on le voit d'ailleurs, je crois que c'est pour le dernier livre qui va sortir de D&D où dans un communiqué de presse, il disait que c'était la première fois qu'un livre a été entièrement fait par une équipe, de personnes de couleur et basanée, je crois, si on traduit à peu près, Ouais, bah, c'était la qui ne passerait pas en France, dans les terminologies, bien sûr. voilà, c'est le Journée True de Guardian Citadel, C'est ça. justement. C'est pour ça qu'il Ouais. est très différent des autres. Très des coloré, autres très beau suppléments. d'ailleurs et très sympa, hein. Et la version limitée est toute belle. Et justement, est-ce qu'il y a des tendances comme ça qui émergent, dans les JDR actuels que vous trouvez particulièrement intéressant ou novatrices, par rapport à ce qui a pu être fait, pardon, avant? Je pense qu'on voit de plus en plus, et ça aussi c'est très bien, des auteurs d'horizons très variés, auteurs, Mmh. autrices, voilà, qui vont écrire du jeu de rôle et apporter une culture, une perspective différente. J'en parlais déjà un petit peu vendredi soir dans la table ronde sur l'histoire et le JDR, enfin l'héritage de l'histoire dans le JDR, mais voilà, un jeu comme Coyote and Crow, c'est un univers de science-fiction un peu cyberpunk, écrit entièrement par des gens qui appartiennent à des peuples américains d'origine et qui du coup échappent à énormément de clichés et de raccourcis, on va dire, qu'on va trouver par exemple dans Shadowrun, même si Shadowrun a fait beaucoup d'efforts sur son traitement des natifs américains. Là, voilà, on a vraiment cette culture-là vue par des gens qui viennent de ces cultures-là, puisqu'en réalité, c'est pas du tout. Enfin, il y a énormément de tribus, de cultures, de traditions différentes. Et du coup, voilà, c'est une des subtilités qu'un auteur américain blanc du Midwest n'aurait pas bien traité, probablement. Léandre, tu voulais intervenir, je crois? Oui, moi, enfin, c'est pas tout récent, mais c'est quand même déjà depuis les années de 2010, une, un apport d'une mécanique de jeu que j'aime beaucoup, parce qu'avant on passait, voilà, on raconte une histoire, on a des mécaniques qui nous permettent de voir si l'action fonctionne ou pas, et puis il est apparu des tenseurs, ce que j'appelle ça, des tenseurs dramatiques, qui permettent de faire vraiment peser le stress sur la mécanique. Et des tenseurs dramatiques beaucoup plus efficaces que des points de vie ou des points de santé mentale. Et donc là, je pense forcément à Sombre, déjà, où la mécanique, De Johan, ben, ouais. voilà, de Jeanne Scipion, la mécanique fait que ben, plus on avance dans la partie, plus le stress du personnage va se répercuter dans la mécanique et sur le joueur qui va vraiment avoir peur de rater ses jets. Il y a eu Dread avec sa tour de Jenga Oui, pour la résolution. D-Start, qui là est un produit qui est vraiment de découverte du jeu de rôle, mais qui amène ce dé de stress à chaque fois qu'on a une blessure, et au fur et à mesure que le temps avance et qu'il devient urgent de réussir la mission, qui apporte du chaos dans la résolution. Et ça continue jusqu'à, par exemple, Horrific, qui utilise l'horloge de l'apocalypse pour permettre d'amener des nouveaux éléments de plus en plus importants, de plus en plus dramatiques dans l'histoire au fur et à mesure de l'avancement de l'horloge. Et donc c'est voilà, c'est assez bon pour le côté narratif d'avoir des mécaniques qui permettent de vraiment doser l'avancée du stress et la vitesse de la narration dans la partie. oui, on va le retrouver également dans des jeux comme Cthulhu Hack, quoi, le système hack de 12 singes, qui va créer cette pression ou même, je pense au dé de stress dans Alien, qui va amener ça aussi, et c'est intéressant parce qu'effectivement c'est pas linéaire. On a une évolution de tout ce système et qui va,
peut-être donner une immersion plus importante aux joueurs, hein, dans ce qu'ils sont en train de faire, hein. Et il y a une deuxième évolution que j'apprécie beaucoup actuellement, c'est le jeu de rôle qui se rapproche de plus en plus du jeu de société. On essaye de sortir du bouquin qu'on doit lire pendant des heures et des heures pour arriver de plus en plus sur un produit directement accessible. Donc on a les boîtes d'initiation, par exemple chez Gigamic, les Critical, qui sont littéralement faites pour jouer après avoir ouvert la boîte. Il y a Horrific aussi comme ça, et puis alors aussi, si on veut chercher dans les indies anglo-saxons, on a ceci, c'est un jeu de rôle complet, quoi. Avec des petits feuillets de oui volet et go commencer à jouer. Mm. Donc on a c'est en l'occurrence c'est ceci qui est un héritier de Forge in the Dark, et donc on a voilà les règles, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Et ce côté aller à l'essentiel pour pouvoir raconter l'histoire plutôt que d'avoir un MJ qui est dépositaire de tout ce qui est vrai dans l'univers, ça permet de rendre le jeu beaucoup plus accessible et beaucoup moins intimidant, je pense. Bien sûr. Julien, tu souhaites rebondir, ou Thomas? Ouais. Thomas, ça fait longtemps que Thomas n'a pas parlé aussi, et Julien après. Non, effectivement, ce genre de jeux sont vraiment des héritiers de Apocalypse World par Blades in the Dark, du coup. Une vraie évolution récente, du coup, c'est tout l'essor du marché numérique du jeu de rôle, du marché du PDF, en gros. Déjà parce que ça a permis on a énormément de petits jeux de rôle de 2 pages, ou d'une dizaine de pages qui peuvent être publiés comme ça, sur itch.io, et du coup, c'est vraiment une scène qui est vraiment, foisonnante. Ça permet aussi de faire parfois des meilleurs produits. Par exemple, on a une fois que vous avez acheté un PDF dans lequel il y a des liens qui permettent juste de cliquer pour aller d'une section à l'autre, vous voulez pas retourner au papier. Je pense notamment à Oubliette, qui est un jeu Fate, dans lequel il y a, des liens de partout, et ça permet de, heu, de passer d'une section à l'autre super vite. C'est super pratique. Il faudrait que tout soit comme ça. Ensuite, il y a on voit aussi, émerger pas mal de jeux assistés par application ou par des outils numériques. Notamment, alors il y a, One D&D qui est en train de se lancer, qui est un outil du coup pour la 5e édition de Donjons& et Dragons. Mais moi je trouve un meilleur exemple ce serait Lancer, qui est un jeu de méca américain qui est très, c'est un semi-jeu de figurines. Il faut vraiment jouer à Lancer sur une table avec, des figurines et des hexagones, hein, sinon on s'embête un peu. Qui va utiliser une application pour, la création de personnages. Alors, Mmh. les outils numériques de création de personnages, c'est un truc qui existe depuis pas mal de temps. Dès les années 90, on commence à avoir des applications en C++ qu'il faut télécharger soi-même et faire tourner sur son propre ordi pour, créer son personnage. Parce que, tout dès qu'on a un système d'achat de points, ça devient compliqué. Mais du coup, là, c'est une vraie, application qui est gratuite, qui est disponible, qui a tout le contenu du jeu dedans. Il faut pas payer dedans, pour, utiliser l'application Lancer. Donc c'est vraiment très pratique, hein. Surtout pour un jeu aussi compliqué, en fait, parce que c'est un jeu très compliqué mécaniquement. Et ça, je pense que c'est vraiment dû à l'essor aussi du jeu en ligne par, Skype et par Discord, aussi par plein d'outils qui sont apparus récemment et qui ont vraiment eu leur heure de gloire pendant le confinement, tout simplement. Et il y a beaucoup de gens beaucoup de joueurs de jeux de rôle qui n'ont joué
qu'en ligne, qui n'ont jamais joué, qui ont des dizaines d'heures de parties, mais qui n'ont jamais, joué en physique avec des gens. Et du coup, c'est une toute nouvelle, catégorie de joueurs et de joueuses qui, qui est arrivée récemment. Julien, s'il te plaît, si tu veux bien reprendre. Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce que disait Léandre avec le côté, effectivement, on voit de plus en plus une tendance au jeu clé en main, sans faire référence à la gamme des 12 singes, hein, mais le fait d'avoir un truc où on peut juste s'asseoir autour de la table et on n'a pas on n'a pas eu besoin de lire le background ou en tout cas des choses comme ça. Ça a un côté aussi négatif, imprévu quelque part, que moi j'ai pu observer lors de mes parties, c'est que de plus en plus les joueurs partent du principe qu'ils ont entre guillemets pas besoin de prendre de notes, pas besoin que le MJ va gérer tout ça entre guillemets. Et ce qui peut parfois, moi je suis surtout MJ, des fois je suis un peu envie de dire oui bon, je vais peut-être pas non plus tout faire les gars, et essayez au moins de connaître un minimum les règles. Voilà, je vous demande pas de retenir tout le background, mais me redemandez pas à chaque partie comment on fait un jet de dés quoi. Ça vous êtes censé un peu le savoir. Voilà. Donc ça c'est le côté un peu dommage et c'est là aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles les plateformes type, voilà, pour revenir sur le sujet, les plateformes type Roll20, Let's Roll et compagnie sont séduisantes, c'est qu'elles automatisent beaucoup de choses. Et du coup, voilà, ça rend la chose théoriquement plus facile pour tout le monde, même s'il faut souvent quand même prévoir ces macros, ces machins. Il y a quand même un travail en amont pour tout préparer. Mais cette automatisation qui est quelque part un héritage aussi du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo a habitué les gens à ce que le travail se fasse en arrière-plan, entre guillemets, aide aussi, je pense, à la pratique du jeu de manière générale. Oui, et c'est vrai que pour certains systèmes complexes, faire appel à un VTT, parfois, ça fluidifie vachement la partie. Léandre, tu veux rajouter quelque chose sur... Mais ça, oui, c'est pratique, des systèmes comme ça, parce qu'il y a des jeux qui sont, d'un point de vue informatique, très très bons, mais qui, d'un point de vue humain, sont beaucoup moins bons. Des opérations qui nous semblent très simples, théoriquement, oui, des additions, c'est pas compliqué. Oui, l'addition-soustraction, c'est pas compliqué, mais le temps de retrouver tous les facteurs à additionner, à soustraire et faire le calcul, et puis on a le truc, et puis on se demande, ah, en fait, c'était pourquoi que je faisais ce calcul-là, ça casse le jeu. Donc l'automatisation est intéressante pour ça, ou alors il faut avoir des mécaniques qui sont davantage adaptées à l'humain, et qui permettent d'avoir une lecture directe du résultat. Donc ça, c'est encore une fois avec tout ce qui est hérité d'Apocalypse World, où en fin de compte, on a aussi une lecture directe du résultat. On n'a pas 25 trucs à relire. Une autre évolution technologique, qui n'est pas spécialement récente, mais qui a vraiment influencé le jeu de rôle, c'est la qualité de l'impression, des reliures, la facilité d'accès à tous les outils de mise en page, tout ce qui est illustration. On a une surenchère de l'esthétique du livre. On est passé des bouquins de jeux de rôle où le plus important c'était d'avoir des listes de sorts, des listes d'objets, des tables aléatoires, à des bouquins où il faut avoir une maquette chiadée, des illustrations qui claquent et qui te donnent envie directement d'entrer dans l'histoire. Et on est sur du beau livre plus que sur du livre de jeu au final. Voilà, il y a les deux. Il y a des gens qui vont aimer des choses très, très épurées, mais globalement, vu qu'on est dans une société de l'image, si on veut toucher un maximum de personnes, il faudra des illustrations chiadées. Il faudra quelque chose qui accroche le regard ou qui au moins pose directement l'ambiance que l'on veut avoir dans l'histoire. Voilà. Malheureusement, Dangerous Journey est un petit peu loin de moi pour que je puisse montrer un autre exemple imbuvable, mais
Ah, Mais le jeu de rôle qui ressemble à des manuels techniques, c'était vraiment ça dans les années 80. Ah non, Ouais. ça, je l'ai pas là, mais j'ai plus récent, hein, puisqu'il est sorti là, avec Toulouse Confidentiel, qui est en noir et blanc. Il y a quelques images de temps en temps, mais tu vois, même avec du nouveau, on peut faire du vieux, ou l'inverse, quoi. On parlait tout à l'heure, bien sûr, autour d'une table, on joue les joueurs, les MJ, tout ça. On a sous-entendu aussi que le JDR solo existait quand même depuis quelque temps. Et justement, dans cette transition un peu on est passé un jour de ça à des choses comme ça. Moi aussi, je montre des images. Bon, peut-être certains d'entre vous ont déjà pratiqué, je pense que tous les 3 vous avez déjà pratiqué au moins ce système de jeu. On a parlé du Jenga, des cartes, des 100D, des tout ça. Voilà, ces évolutions des systèmes, les PDF, effectivement, ça existe aussi ça en PDF et avec les liens qui emmènent directement, donc super bien fait, super bien construit. On peut même jouer. Moi, j'ai déjà fait du jeu du livre dont vous êtes le héros à plusieurs, hein, parce qu'on peut, si on adapte un peu le truc. Vous, vos ressentis d'évolution justement sur ces systèmes de jeu où, on n'est pas forcément obligé, alors c'est pas forcément triste, mais voilà, d'être à plein pour pouvoir faire du jeu de rôle. En fait, c'est quelque chose qui apparaît très très tôt dans le jeu de rôle, dès 76 en fait, avec Tunnels and Trolls. Tunnels and Trolls, c'est ce petit jeu qui a innové sur plein de plans et qu'on oublie un peu parfois dans Tu nous mets du nos listings suspense, Julien, historiques. à chaque fois, là. Et Ça a coupé. ah mince. Je disais, Tunnels and Trolls, c'est un peu ce petit jeu qu'on a tendance à oublier et qui pourtant a apporté plein d'innovations, et notamment le concept de l'aventure solo. Et de dire, tu veux faire une aventure avec ton perso de Tunnels and Trolls et t'as pas d'amis, entre guillemets, ou juste sur ton temps libre pour apprendre un peu à jouer, comment ça fonctionne. Tu vas prendre le livret. Le premier, c'était Buffalo Castle en 76. Et c'est la structure finalement des futurs livres dont vous êtes le héros. Mais le sorcier de la montagne du feu, c'est plusieurs années après Buffalo Castle. Donc, cette innovation-là, elle arrive avec Tunnels and Trolls, mais on est toujours dans ce principe de c'est une aventure solo pour un jeu de rôle qui existe et qui normalement se pratique à plusieurs. Mais il va y en avoir des dizaines qui vont être publiés pour Tunnels and Trolls. Et aujourd'hui, la grosse évolution qu'on voit, qui a commencé il y a déjà plusieurs années, c'est que maintenant on a vraiment Maintenant, on a vraiment plus rien. des jeux de rôle solo pour elle. Ma connexion, j'ai l'impression, est très très Oui, laborieuse là, aujourd'hui. on a entendu, maintenant, on a vraiment, et puis après, ça freeze. Maintenant, on a vraiment des jeux de rôle solo entièrement conçus pour être joués en solo. Et ça, c'est quelque chose d'assez. Je ne sais pas à quel moment ça apparaît exactement, mais c'est une tendance qui est quand même assez récente, me semble-t-il. Léandre, je t'en prie. Ben, ça découle je pense, des mécaniques qui permettent de alléger le boulot du MJ, avec toutes des tables aléatoires qui permettent de créer des aventures, créer des donjons, des intrigues, des contextes. À partir du moment où ces outils existent pour le MJ, on passe très très vite en fait, comme de toute façon on peut jouer son MJ et faire MJ joueur le même, on peut utiliser les mêmes outils pour jouer en solo. Mais pour moi, c'est surtout une avancée sur les outils pour permettre d'improviser des scénarios à base de tables aléatoires. Ça c'est une vraie évolution du jeu de rôle solo par rapport au livre dont vous êtes le héros, où, en fin de compte, ce n'est qu'un programme prédéfini des actions qu'on peut faire. Thomas? Non, et puis ça répond à un des problèmes fondamentaux du jeu de rôle, qui est la gestion du calendrier et des disponibilités de chacun. C'est-à-dire que déjà, il y a aussi une tendance de fond à faire des parties plus courtes et du jeu en one shot,
Parce que en fait, l'archétype du joueur, c'est plus l'adolescent ou l'étudiant qui a beaucoup de temps libre. À mesure que, les créateurs de jeux ont commencé à travailler à temps plein ou à avoir des enfants, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas, se permettre, de passer, une partie de 6 heures tous les samedis. Du coup, on va avoir aussi, et c'est lié aux jeux clés en main, des jeux qui sont plus courts, dont avec des campagnes qui vont, peut-être faire une dizaine de parties au maximum, parce qu'on a forcément pas le temps. Du coup, le jeu de rôle solo s'inscrit là-dedans aussi vu que, comme ça on gère mieux son agenda, on n'a pas à, annuler des parties parce qu'un tel n'est pas là. Heu et à noter aussi que il y a un nouveau type de jeu solo qui est vraiment nouveau, lui, qui est tous les jeux d'écriture. C'est-à-dire qu'on va avoir des jeux dans lesquels il faut, écrire des lettres à quelqu'un, ou tous les jeux Type après de l'accident ou journal des choses comme intime. ça? Il y en a des dizaines, Oui, dans je donne un la exemple comme ça dans parce la que scène, oui. j'y joue en ce moment, mais voilà, c'est pour ça, hein. C'est ça, tous les jeux qui vont être basés sur, la création d'univers aussi. On peut parler de, A Quiet Year dans lequel, Mmh. il faut créer, du coup, c'est un jeu en groupe, mais dans lequel il faut créer un univers, et ça va être du coup une hybridation avec toutes les communautés d'écriture en ligne, de fanfiction ou d'écriture sur des sites comme Tumblr, par exemple. C'est toutes ces communautés-là, les communautés de roleplay libre par forum et par IRC aussi, qui vont avoir un gros impact sur tout tous ces jeux-là. Heu, du coup, vraiment des jeux basés non pas sur le fait de dérouler un scénario, de vivre une aventure au sein d'un univers, mais de créer un univers et des personnages, heu, en étant joueur. Où, du coup la position du MJ et du joueur sont un peu entremêlées. Parmi les Bien. jeux d'écriture, les jeux solo, d'écriture, il y en a un qui a remporté un joli succès récemment, c'est, Chronique d'un vampire millénaire, qui, est chez La Loutre Rôliste, me C'est semble-t-il, ça, oui, oui. et qui a eu, de ce que j'en ai vu en tout cas, un certain succès. Comme quoi le vampire heu, reste une fantaisie, comme on dit, séduisante. Mmh. Là, il nous reste un quart d'heure. J'ai quelques questions encore, à vous poser, donc j'espère qu'on va pouvoir, toutes les aborder. Hem, on parle du jeu de solo, j'ai d'autres aussi choses qui ont évolué au sein, du JDR avec des grandes guillemets ou pas d'ailleurs. C'est, alors tu parlais de la loutre rôliste et bah, c'est le jeu de rôle pour enfants, d'une part, hein, qui a été abordé dans la table ronde précédemment et c'est vrai qu'aujourd'hui on rajeunit énormément le public et aussi alors là, c'est parce que j'avais un exemple à portée de main, mais c'est ce genre de choses qui est plutôt le jeu sociétal de jeu de rôle, mais on va aussi parler de loup-garou, des choses comme ça, qui ont, ouvert aussi une forme de jeu de rôle, au grand public. Léandre, si tu veux? Je voyais que tu acquiesçais quand j'ai montré, certaines choses. Ah non, mais juste, j'adore Petit Meurtre et Faits divers, surtout. C'est vrai que ça permet. Je sais pas si ça ouvre vraiment au jeu de rôle au grand public. Ce sont des petits meurtres et faits divers, des jeux comme ça. Ça n'est pas vraiment des jeux, enfin moins des jeux de l'imaginaire, je pense, parce qu'en fait le jeu de rôle, c'est surtout un jeu d'imaginaire partagé entre des diverses communautés. Mais il y a effectivement tout le courant narratif qui permet aussi d'aborder de nouveaux publics et les jeux pour enfants, voilà, comme tu disais, qui sont aussi intéressants. Et c'est assez amusant de voir comme le jeu narratif a pu évoluer. Pendant tout un temps, le jeu narratif voulait être... voilà, les créateurs avaient du mal à ne pas être un jeu de rôle. Et depuis, ben voilà, c'est une autre scène qui s'est développée en parallèle de temps en temps en revenant ou
en allant un peu regarder du côté du jeu de rôle, et c'est assez perméable au final, mais il n'y a plus ce besoin maintenant de revendiquer le fait d'être du jeu de rôle, vu que il y a plus ce complexe. Là, Quelqu'un veut reprendre? Thomas, par exemple. Ouais. Non, mais ça montre que, enfin, il faut éviter de penser en termes de catégories très précises. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, par exemple, une perméabilité entre le jeu de rôle et le GN. Dans la première édition de Vampire, si vous lisez le scénario à la fin du bouquin, il vous dit que, bah, si vous voulez, vous pouvez demander à 3 de vos amis de faire les PNJ, de juste prendre votre maison, comme espace de jeu et de pas lancer des dés et de juste jouer vos personnages comme Le vous voulez. fameux huis clos d'enquête ou de choses comme ça, oui. C'est ça. Mais enfin, c'est vraiment un continuum plutôt que des barrières. C'est-à-dire que, quand il y a eu quand les jeux de rôle narrativistes sont arrivés, une rengaine qu'on entendait souvent, c'était de dire que: «Mais non, c'est pas du jeu de rôle. Le jeu de rôle, où on lance pas des dés, c'est pas du jeu de rôle. Le jeu de rôle où il y a pas de MJ, bah, c'est pas du jeu de rôle». Du coup, et c'est drôle et c'est drôle de voir, aujourd'hui que du coup, c'est vraiment considéré comme, du jeu de rôle alors que d'autres jeux comme le Loup-garou par exemple, ça n'en est pas. Alors que, à Loup-garou, on a des rôles. Des Du coup, rôles, on c'est du jeu argumente de aussi, hein, rôle. C'est ça et puis on si on joue veut bien un on jouer. joue un personnage, il faut argumenter et puis ce sont des jeux en fait, dans la vision traditionnelle qu'on a du jeu de rôle, il y a plein de mécaniques, en fait. C'est-à-dire que le jeu de rôle traditionnel, c'est, de l'improvisation, c'est, des actions qui sont gérées par de l'aléatoire et 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 du coup, ces 2 mécaniques-là, bah, les actions gérées par l'aléatoire, c'est une mécanique qui vient du jeu de société, mais l'improvisation, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le théâtre d'improvisation tout bêtement, dans le jeu, comme, Crime et faits divers, c'est ça? Oui. C'est ça. Non, Petit meurtre petit et faits meurtre. divers, pardon. Ouais, Petit meurtre et faits divers. Du coup, en fait, sont des liens avec d'autres domaines, qui s'entrecroisent un peu comme des diagrammes de Venn, plutôt que, comme des catégories bien définies. En fait, les catégories, elles viennent surtout du marketing et du besoin de vendre les jeux, Mmh. plutôt que parce qu'il faut, et puis au niveau de l'objet, c'est-à-dire qu'il faut savoir, dans la boutique de jeux, sur quelle étagère est-ce qu'on met le jeu. Mais, en soi, au niveau du quand on joue, ce genre de catégorie n'a pas vraiment de sens. Julien? D'ailleurs, Et pour revenir Ah, sur des jeux pardon. très de grosse influence, comme ça je vais pouvoir te repasser, Julien, il y a une petite boîte rouge juste derrière toi, Julien, qui, à mon avis, a un peu l'aboutissement de, de jeu narratif complet. C'est le petit Pour la Reine, Ah, qui est pour une la option raid, il est hyper bien. accessible pour arriver au jeu de rôle, et qui pousse en fait à fond une mécanique très très simple, qui est juste la question orientée et de création d'imaginaire ensemble. Oui, tout à fait et pareil, hein, tu disais ça pour les enfants et c'est marrant parce que là, ils ont mis, tu le jeu de rôle et tu as aussi un système GN, hein, pour, qu'ils puissent, le faire chez toi, tranquille et ça j'ai trouvé ça assez sympa. Julien, oui, tu veux rebondir? ouais, en fait, c'est qu'on aime bien catégoriser les choses, hein, souvent, je sais pas, c'est un trait humain, mais quand on regarde, moi, c'est ce que je voyais, quand j'écrivais mon livre, La grande aventure du jeu de rôle. C'est on se rend compte qu'il y a plein de faisceaux qui convergent pour donner, Donjons& et Dragons en 74. Mais il y a l'influence du wargame, il y a l'influence de jeux qui existaient déjà, genre, The Jury Box, où, on demande au il y a finalement, c'est un peu une enquête de Cthulhu. Il y a des aides de jeu qui sont des articles de journaux, des témoignages et machin, et puis les joueurs sont censés être les membres d'un jury qui vont devoir juger une affaire. C'est déjà du jeu de rôle, on lance pas de dés, mais je veux dire, si c'est pas du jeu de rôle, je sais pas ce que c'est. C'était pas appelé comme ça. C'est aussi pour ça qu'on a, il y a eu une tendance à une époque, aussi parce que le terme jeu de rôle était peu apprécié, on va dire, mais de parler plutôt de dire c'est du jeu d'aventure, parce que quelque part ça décrit un peu plus
un certain type d'expérience, en tout cas sur des jeux type D&D. Donc voilà, qu'est-ce que le jeu de rôle? Le jeu de rôle, finalement, c'est très polymorphe, ça prend plein de formes différentes, et c'est pas uniquement du donjon avec des classes et des niveaux d'expérience. Et on a un peu le même phénomène dans le jeu vidéo d'ailleurs, où dans le jeu vidéo, on va plutôt dire RPG pour parler de justement ce type un peu porte-monstre trésor, tout ça. Et il y a des jeux qui sont des jeux purs jeux d'action, mais parce que tu gagnes de l'expérience et tu débloques des compétences supplémentaires, ça va être marketé en disant ah, c'est du RPG. Des fois, tu te dis ça se discute quand même, c'est juste un système de niveau. Où est le rôle là-dedans? Voilà. Donc finalement, voilà, ces définitions, elles sont évolutives, et il faut, je pense, accepter qu'elles peuvent définir des expériences de jeu très différentes. Alors, vous êtes quand même très fort parce que bon, moi, Thomas, à moins que tu veuilles intervenir parce que je vois le temps qui passe et que je voulais Non. avancer. Oui, juste pour dire que dans le jeu vidéo, un jeu comme Disco Elysium, par exemple, il y a beaucoup de gens qui avaient dit que non, bah non, c'est pas un RPG parce qu'il y a pas de combat. Alors que c'était un projet qui avait vu, à l'origine, qui devait être un jeu de rôle papier. Donc, les catégories sont encore différentes pour le jeu vidéo. Ouais. Et bon, c'est vrai que les questions sur le jeu vidéo, je les ai un petit peu passées pour avancer mais vous êtes fort parce que je vous l'ai déjà dit en privé, vous anticipez mes fils d'interview, de table ronde. Il y a eu une table ronde, précédemment qui avait parlé de l'influence, des supports sur le JDR et moi je trouve qu'aujourd'hui la tendance s'est inversée et qu'on peut, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le JDR justement a une influence sur d'autres formes de divertissement, que ce soit la littérature, le cinéma, la télévision, quoi, toutes ces choses-là? Et comment ces influences se manifestent-elles? Alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus le JDR à la télé. Moi, particulièrement sur certaines séries Netflix, sans nommer les noms. Voilà, je vous en prie, qui voudrait intervenir dessus? Julien? Voilà, je me permets. En fait, on voit, il y a un phénomène qui est assez générationnel. C'est qu'aujourd'hui, les créateurs de séries, de jeux vidéo, de livres, voilà, de BD, sont souvent des gens qui ont grandi dans les années 70, 80, 90 et qui ont eu une expérience, soit une expérience directe du jeu de rôle, soit une expérience des codes, notamment des codes de D&D transposés dans le jeu vidéo. Et du coup, ça fait partie de leur source d'inspiration, tout simplement. Ça fait partie des choses qui ont nourri leur imaginaire, leur manière de concevoir la fantasy. On parlait des multiples influences, parfois un peu envahissantes de D&D, la notion du bestiaire. Moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans le jeu vidéo, qui est mon travail principal, où des fois, voilà, tu as un monstre que tu décris comme une goule, par exemple, parce que tu es allé chercher c'est quoi la goule dans le folklore arabe et tout ça. Et puis des fois, tu as des retours, mais non, une goule, c'est un monstre mort-vivant cannibale, parce que c'est la définition du monster manual de D&D, quoi. Donc des fois, on se retrouve un peu à lutter contre cet héritage-là. Donc voilà, mais c'est des choses qui infusent, et effectivement, voilà, par les séries Netflix, le fait qu'il y ait des mentions de Vecna et du Demogorgon, et que voilà, c'est parce qu'il y a eu cette influence qui a infusé dans l'imaginaire de tout un tas de créateurs de cette génération. Léandre? On a aussi dans la série l'imaginaire que D&D a apporté et qui nous fait croire quelque chose qui est totalement erroné, c'est que la caractéristique pour se battre à l'épée c'est la force et que la caractéristique pour se battre à l'arc c'est la dextérité. Ceux qui ont déjà fait du tir à l'arc, du vrai tir à l'arc, savent qu'il faut quand même une sacrée épaule pour tirer loin et que ça devrait plutôt être de la force pour tirer loin et donc viser précis aussi, puisqu'il faut tenir longtemps. Mais donc ça fait aussi comme ça tout l'imaginaire du rôdeur, de l'archer, a fait que c'est devenu quelqu'un qui bouge dans tous les sens. On a Legolas, typiquement, ça vient de D&D sur un truc, voilà, on avait juste attribué une caractéristique en disant, voilà, comme ça, toutes les caractéristiques sont utiles.
Et après, maintenant, c'est devenu obligatoire que les archers soient acrobates, soient capables de grimper sur des murs ou voilà, ou soient beaucoup plus sveltes et qu'il faille être Alors hyper que là, on va carré pas pour forcément avec l'autre, quoi. voilà. Et ça, on a ça dans la bande dessinée, dans le cinéma, dans la littérature. C'est à tous les coups, c'est ça, quoi. Thomas. Pardon. Non, mais en vas-y, vrai, Thomas. justement, je te donnais la parole, hein, Thomas. Non, bah, il faut quand même noter qu'on a eu récemment la première adaptation cinématographique de jeu de rôle qui ne soit pas horrible. Le film D&D, bah, moi je l'ai trouvé plutôt pas Oui, mal. il Je était suis bien, il était désolé, bien. mais comparé avec celui avec Jeremy Irons, voilà. Une des Profiant. Profion. Bref. Un des grands impacts sur du jeu de rôle, ça a aussi été la place de Lovecraft dans la pop culture, par exemple. Parce que dans les années 80, à la sortie de l'Appel de Cthulhu, le jeu de rôle, Lovecraft, c'était un auteur qui était un peu oublié, euh, qui n'avait pas l'omniprésence qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que la raison, c'est-à-dire qu'il y a 2 raisons pour lesquelles il y a autant de jeux de société, pour lesquels il y a des peluches Cthulhu, c'est, bah, parce que c'est dans le domaine public et parce que, l'appel de Cthulhu des années 80 a énormément popularisé, Lovecraft dans les milieux geeks. Et puis, comme je disais plus tôt, l'impact de DD sur la fantaisie japonaise. C'est pour ça que, dans beaucoup d'œuvres japonaises, on a des orques qui ont des têtes de cochon. C'est parce que dans les premières éditions de D&D, les orques, ils avaient des têtes de cochon. Mais c'est pour ça qu'on a, heu des elfes et des nains et des hobbits dans la fantaisie, japonaise. C'est vraiment pour ça, alors qu'ils ont jamais, alors que, Tolkien est pas très connu. Mm. Un dernier mot sur cette question? Non? Oui? Moi, Bien? ouais, je voulais, parce que je l'ai montré vite fait tout à l'heure, mais parmi les jeux qui, Star Wars. je pense pas nécessairement le meilleur jeu du monde en termes de règles et tout, mais un jeu qui a eu un énorme impact sur le fait d'amener la pop culture quelque part sur le jeu de rôle et de montrer qu'on pouvait. Alors, il y en avait eu avant, il y avait eu Ghostbusters et tout ça, mais Star Wars, c'est vraiment le jeu où d'un seul coup, on pouvait jouer dans l'univers d'un film qu'on adorait. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément maintenant, où il y a eu des jeux de rôle Smallville et Serenity et ceci et cela. Mais c'était quand même assez nouveau à ce moment-là. Et la raison pour laquelle je voulais en parler maintenant, c'est que quand West End Games a sorti ce jeu, ils ont eu accès aux archives de Lucasfilm. Il n'y avait pas eu de film depuis plusieurs années à ce moment-là, si on accepte les films des Ewoks, mais peut-être. Mais ils ont eu accès aux archives de Lucasfilm pour établir, on va dire, la Bible de l'univers du jeu. Et c'est devenu, en fait, l'ouvrage de référence même au sein de Lucasfilm, parce que quand, au début des années 90, Timothy Zahn commence à écrire la trilogie de l'héritier de l'Empire, voilà, qui revient sur le devant de la scène avec l'amiral Thrawn et tout actuellement, en gros, Lucasfilm lui donne les livres du jeu de rôle en disant, bah voilà, les infos dont tu as besoin, elles sont là. Et même plus tard, il y a sur les bonus de la série animée Clone Wars, il y a des interviews des créateurs de la série, dont le directeur artistique, j'ai oublié son nom, et il raconte que pour un monstre, enfin une créature d'une planète, voilà, qui était mentionnée dans un des films, et c'était la première fois qu'on allait la voir à l'image, George Lucas, en fait, a ressorti le bouquin de jeu de rôle en disant « Non, mais moi, cette illustration-là, pour moi, la créature ressemble vraiment à ça, donc en fait, je veux juste l'illustration du jeu de rôle, mais en 3D, quoi. » Donc ça montre que voilà, le travail avait été bien fait, même si évidemment l'univers entre-temps était lourdement élagué par Disney. Un rebond, on passe. Tout a été dit. Parce que la prochaine question est plus personnelle, hein, parce qu'on va bientôt finir cette table ronde. Et ça sera accompagné pour chacun du mot de la fin également. Quel est le jeu qui a fait de vous aujourd'hui le rôliste que vous êtes?
Thomas, on va commencer par toi, comme ça on fait pas hop. Alors moi, je suis vraiment tombé dans le jeu de rôle, par le gène en fait, par la Chronique Vampire de Bordeaux. Big up à l'équipe de Bordeaux. C'est vraiment, du coup par l'univers de Vampire la Mascarade et par le gène et par le Monde des Ténèbres que je suis tombé dedans. Même si, heu, du coup, c'est vraiment par le gène tradi comme ça que je suis rentré dedans et c'est pour ça que ayant commencé par le gène, j'ai jamais été trop intéressé par les jeux de rôle compliqués, par les jeux de rôle, par les systèmes compliqués. Je suis vraiment, je suis toujours tout de suite orienté vers les systèmes un peu plus simples, plus «narrativistes» entre guillemets. Mmh. OK, allez, rendre si tu veux bien. Moi j'ai commencé avec Guild, la, la quête des origines, mais celui qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est quand je me suis dit, je vais essayer un jeu de rôle qui me permet de faire des choses que Guild ne permet pas de me faire. Et ça a été cette petite chose, Nobilis. voilà, qui a vraiment marqué mon amour pour les systèmes originaux qui sort du lot, qui essaye vraiment de faire quelque chose de novateur. Donc Nobilis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de rôle sans dés, vraiment sans dés, sans aléatoire. On joue des demi-dieux et donc là tout devient vraiment accessible dans le potentiel narratif, même si il n'est pas très facile d'accès, il faut bien l'avouer. Julien, à toi. Alors, pour moi, ceux qui me connaissent, ce sera pas une grande surprise, hein, mais en fait, j'ai eu une série de rendez-vous manqués avec le jeu de rôle dans ma prime jeunesse, avec l'œil noir d'abord, où j'ai rien compris ce que c'était censé être, et ensuite, on m'a mis un manuel de ADD dans les mains et j'ai rien compris à comment ça se jouait. Et en fait, ce qui m'a fait plonger, faire devenir rôliste, c'est un jeu qui s'appelle Shadowrun. Donc, c'était la 3e édition à l'époque. Ça, c'est la dernière en date, la 6e. Et ça, c'est vraiment le jeu où je suis tombé dedans à pieds joints. Mais paradoxalement, le jeu qui a été la vraie révélation pour moi et le jeu qui m'a donné envie d'écrire un jour d'un rêve qui était lointain à l'époque, mon propre JDR, c'était Château Falkenstein. C'est vraiment le jeu qui a pour moi l'univers, la manière dont c'était écrit, dont c'était présenté, dont ça m'a complètement happé dans cette proposition. Voilà, pour moi, c'est vraiment le jeu qui a ouvert tous les chakras, on va dire. Super. Et bon, pour le coup, je suis animateur, mais je donnerai aussi mon avis sur mon jeu. Et je crois que pour moi, ça sera Cthulhu, hein, parce que je suis encore rempli à fond les ballons de tout ce qui est jeu horrifique, d'enquête, toutes ces petites choses qui font plaisir et qui donnent des frissons. Donc, je pense que c'est ce qui m'a construit un peu sur le tard au final aussi, dans l'univers du JDR. Je remercie nos invités d'avoir participé à cette table ronde. Je remercie le public qui a été présent, comme chaque année, pour cet bel événement. Je rappelle que vous pouvez faire des dons au profit des différentes associations qui sont mobilisées pour rendre la vie de l'hôpital plus agréable et parfois c'est important quoi. C'est même pas parfois, c'est tout le temps, c'est important parce que, c'est franchement pas drôle, hein, tous les jours. À 14h, vous pouvez suivre une nouvelle table ronde autour de la question de le plaisir de jouer, animé par James. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver sur mes chaînes Twitch et YouTube avec, où je partage de l'actual play, des interviews, des actus, de la présentation de jeux. Je vous dis à très bientôt